présente plus Michel Melot, que tout le monde connaît une célébrité. Donc je me passe la parole tout de suite. Ah bah, si. Oui, c'est vrai que je suis un vieil habitué. Hein, Oui. Presque une façon de monopoliser. Bon, j'ai proposé à André de parler de mon sujet favori, qui est l'abbaye de Fontevraud, à laquelle j'ai consacré ma thèse voilà plus de 50 ans, en 1963, et dont je suis en train de réécrire l'histoire tout au long, qui a duré 7 siècles, de 1100 environ, jusqu'à la Révolution. C'est donc un travail de longue haleine, et quand j'ai été à Fontevraud pour la première fois, en 1963, c'était encore une prison. Voilà ce qu'il en reste conservé de la prison, ces cages à poules qui enfermaient les prisonniers les plus récalcitrants. Donc cette aile a été conservée pour la mémoire, mais évidemment il n'y a plus de prisonniers. C'est Napoléon qui avait décidé de faire de cette immense abbaye dont on ne savait pas quoi faire une prison, parce qu'il n'avait pas besoin d'abbaye, mais il avait besoin de prison. Donc il l'a fait à Cîteaux, il l'a fait aussi au Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel a été transformé en prison par Napoléon en 1804. Mais maintenant, c'est complètement restauré. L'abbaye est dans cet état quasiment neuf et magnifique. C'est sans doute la plus grande abbaye encore en France, et ce qui subsiste, et aussi la plus intéressante. Je vais vous dire pourquoi. C'est une abbaye de femmes, mais très particulière, puisque il y avait environ 300 moniales et une abbesse, et il y avait une soixantaine de moines qui dépendaient de l'abbesse. C'est ce qu'on appelait un ordre double. Dans les monastères, quand il y a une abbaye de femmes, il y a nécessairement une abbaye d'hommes à côté, parce qu'il faut des hommes pour dire la messe, donner les sacrements, ce que les femmes n'ont pas le droit de faire. Donc toute abbaye de femmes est nécessairement accompagnée d'une abbaye d'hommes. Mais partout, l'abbaye d'hommes est autonome et l'abbaye de femmes a son propre statut dans un ordre bénédictin, cistercien, chartreux. À Fontevraud, c'est l'abbesse qui avait la direction des hommes. Les hommes dépendaient de l'abbesse. C'est un cas unique. Il y en a eu d'autres, mais ça n'a pas duré longtemps. Fontevraud a duré avec ce statut invraisemblable à une époque où l'on considérait que les femmes étaient totalement incapables. C'était le démon, la femme c'était le serpent, la femme qui avait perdu l'humanité. Dans les littératures que je fréquente sur Fontevraud, on est effrayé de la façon dont les femmes sont traitées, comme vraiment des ennemis de l'humanité. Mais à Fontevraud, l'abbesse est restée à garder la suprématie. Alors c'est une curieuse histoire qui n'a d'ailleurs pas fonctionné facilement, et il y a eu, pendant toute l'histoire de Fontevraud, des rébellions des hommes, mais les femmes ont toujours gardé la suprématie. Alors avant d'en arriver là, voilà comment se présente Fontevraud, parce que c'est non seulement une abbaye, mais c'est une tête d'un ordre religieux, les fontevristes, qui possède environ 80 prieurés, qui possédaient 80 prieurés en France, 4 en Angleterre, 4 aussi en Espagne. Donc c'était un ordre disséminé sur tout le territoire et au-delà, très puissant. Alors, quand on voit, quand on arrive à Fontevraud, si vous allez visiter, il faut arriver par Loudun, par le sud. Alors, je vais vous montrer où est Fontevraud. Voilà. Pas sur le bord de la Loire, comme on pourrait le croire, mais à 4 km au sud. C'est-à-dire que Fontevraud ne fait pas partie du Val-de-Loire, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, parce qu'évidemment, pour le tourisme, c'est beaucoup mieux d'être dans le Val-de-Loire. Le Val-de-Loire a été classé au patrimoine mondial de l'humanité, comme on dit, et vous voyez tout à fait à gauche Fontevraud qui paraît. Mais vous remarquez, bon, je vais prendre le petit. Vous remarquez que Fontevraud qui est ici n'est pas au bord de la Loire. Saumur est à 12 km,
mais il y a là 4 kilomètres qui séparent l'abbaye de la Loire. Alors, malicieusement, les responsables de l'UNESCO ont englobé, ils ont fait une sorte de doigt de gant là pour englober Fontevraud, mais c'est une tricherie. Fontevraud n'est pas. D'ailleurs, ils ont triché aussi pour Chambord. Hein. Et Chambord n'est pas du tout au bord de la Loire. Chambord, alors on ne comprend pas. Fontevraud, si on ne sait pas quelle est vraiment, que cette abbaye est vraiment en Poitou, dans le Poitevin. Et aujourd'hui encore, la commune est d'ailleurs partagée entre l'Indre-et-Loire, le Maine-et-Loire et la Haute-Vienne. C'est vraiment. Vienne. La Vienne. À la haute. La Vienne. Pardon. Alors, c'est une curiosité. On va voir pourquoi tout à l'heure. Fontevraud était donc dirigé par des femmes. Voilà les abbesses de Fontevraud, qui se sont succédées en général souvent de nièce en tante, parce qu'il y avait une sorte de dynastie des abbesses. Et pourquoi elles ont si bien maintenu l'ordre malgré leur handicap d'être des femmes? Parce que Fontevraud était le lieu de la monarchie. C'était toutes ces abbesses, ou presque, sont sinon de famille royale, du moins très haut gradé dans la société. On va revenir un peu sur l'abbaye. La voilà. Et vous voyez que ce n'est pas seulement une église avec un cloître, comme souvent dans les abbayes, il y a tout un ensemble de bâtiments, et encore, il en manque plusieurs qui ont été complètement détruits. Mais ce qui reste, c'est quand même, vous voyez, encore assez impressionnant. Il y a une abbatiale centrale, que vous voyez là, avec l'église, le cloître, le réfectoire. Au-dessus du réfectoire, un dortoir. Ici, un autre dortoir. Derrière, des infirmeries immenses. Et puis, à l'entrée, ce qu'on appelle les parloirs, parce que tout ça était bien sûr clôturé. Et puis ce curieux bâtiment dont je parlerai tout à l'heure, très célèbre, parce qu'il est resté comme bâtiment, un exemple unique dans l'architecture, qu'on appelle les cuisines, et qui ne sont pas exactement des cuisines, je vous dirai ça tout à l'heure. Donc voilà cet ensemble de monastères. Il y avait 4 abbayes en fait, ce qu'on appelle le Grand Moutier, la grande abbaye qui recevait ses 300 religieuses. Il y avait aussi ici un prieuré qui reste encore, qui s'appelle Saint-Lazare, qui était la léproserie, une annexe courante dans les abbayes où l'on accueillait, où l'on soignait les lépreux. Et puis il y avait ici, mais derrière on ne le voit pas, et de toute façon il n'en reste pratiquement plus rien, un petit abbaye dans la Madeleine, où étaient les religieuses de second ordre, les converses, c'est-à-dire celles qui servaient, les servantes des aristocrates qui étaient ici. Alors c'est une histoire qui s'est passée très vite et qui est très paradoxale. Au XIIe siècle, vers 1100, tout l'ouest de la France était d'abord couvert de forêts et surtout dans un désordre total parce que la féodalité n'avait pas encore établi ses assises et il y avait une guerre permanente entre les seigneurs de toutes les régions de la Bretagne, du Maine, de la Loire et ailleurs. Dans ce désordre total, l'Église était la seule à pouvoir maintenir un certain ordre, un certain respect. Et le pape était venu en tournée pour rameuter les gens, pour consolider ce réseau très fragile qui était l'Église. Le réseau féodal, c'était plutôt la guerre permanente. Alors dans ce désordre total, on a vu, particulièrement dans l'ouest de la France, dans cette région, entre la Bretagne et le Val-de-Loire et l'Aquitaine, de très nombreux ermites qui se sont retirés au fond des bois, avec quelques amis. Pas seulement là, il y a aussi Saint-Bruno, dans la Chartreuse. Donc on a une grande quantité de personnes qui se sont réfugiées pour échapper à ce désordre et qui ne voyaient de salut que par Dieu. Tous ces fondateurs d'ordre, les cisterciens,
les Chartreux, les Prémontrés étaient des aristocrates, des hommes de chevaliers de bonne famille qui se retiraient. Généralement, ils n'étaient pas seuls. Les ermites, vous savez, ne sont jamais seuls, ils sont en groupe. Et ils se retirent dans la forêt. Et, phénomène curieux, ces ermites qui font tout pour se faire oublier attirent les foules. L'ermite fascine les gens, et surtout les gens qui à l'époque étaient dans le désarroi total. Donc ces gens accourent pour voir les ermites, pour les toucher, pour prendre leurs leçons. Un peu, on voit ça encore en Inde, des sadhus qui attirent des foules de miséreux. Les miséreux, il y en avait énormément. Donc ils accourent et, autour de ces ermites qui ne peuvent plus se tenir dans leurs ermitages et construisent des abbayes, fondent des ordres et essayent de sortir les autres de leur désarroi. Parmi ces ermites, un est tout à fait exceptionnel, il s'appelait Robert d'Arbrissel. Arbrissel est un petit village de la Mayenne, pas très loin de Rennes, entre Rennes et Mayenne. Et ce personnage, Robert d'Arbrissel, était un religieux, profondément bien sûr religieux, comme beaucoup à l'époque. Il avait la particularité, ça lui a peut-être coûté cher, je crois que c'est le seul fondateur d'ordre, puisqu'il a fondé l'ordre des Fontevristes. C'était le seul fondateur d'ordre qui soit roturier. Ce n'était pas un noble. C'était un pauvre garçon, fils d'un prêtre, parce qu'à l'époque les prêtres se mariaient encore. C'est cette époque-là, dans la remise en ordre au XIIe siècle de l'Église, qu'on a imposé aux prêtres de rester célibataires. Robert d'Arbrissel était donc le fils d'un prêtre. Il se cédait les paroisses comme ça de père en fils, comme un petit fonds de commerce. Mais il avait un tempérament extraordinaire, ce Robert d'Arbrissel. Il s'est donc réfugié avec quelques amis dans la forêt de la Mayenne, à Larreau. Et il a là, comme tout le monde, recueilli un nombre incroyable de miséreux et surtout de miséreuses. Parce que le peuple était dans la pauvreté la plus grande et menacé par les guerres totalement, mais plus malheureux encore les femmes. Parce qu'elles étaient, il n'y avait pas de, le mariage n'était pas encore un sacrement, c'est arrivé à ce moment-là. Donc il y avait un désordre total, dont les seigneurs donnaient l'exemple, parce qu'ils se remariaient, répudiaient leurs femmes, certaines facilités. Donc les femmes étaient délaissées, abandonnées, et les femmes, contrairement aux hommes, ne peuvent pas se faire ermite. Une femme qui s'isole dans la forêt, elle est tout de suite cataloguée. C'est une sorcière, une prostituée, mais impossible de maintenir son indépendance. Robert d'Arbrissel n'est pas le premier, mais l'un de ceux qui ont les premiers, voulu sauver les femmes. Vous voyez que les femmes étaient totalement méprisées. Alors il a dit, on va faire une abbaye pour les femmes. Et de là est partie donc l'idée d'une grande abbaye féminine, avec quand même quelques hommes qui étaient là pour les servir, aussi pour les guider. Parce que les femmes, on savait bien à l'époque, ne peuvent pas se guider elles-mêmes. C'est possible, donc il y avait des hommes pour... Il fallait des hommes, mais quand même, Robert d'Arbrissel a eu ce courage, à dire ce culot à l'époque, de décider que de cette assemblée de quelques centaines de pauvres gens, hommes et femmes, majorité de femmes, serait dirigée par une femme. Et parmi ces femmes, la plupart étaient des aristocrates. C'étaient des femmes répudiées, divorcées, qui ne savaient plus où aller. Les hommes de cette époque-là se battaient, allaient à la guerre, allaient en croisade et abandonnaient leurs biens aux femmes. Donc les femmes se sont imposées dans cet ordre religieux nouveau. Elles l'ont non seulement peuplé, mais elles l'ont dirigé. Alors là, Robert d'Arbrissel n'était pas tellement d'accord. Il était d'accord pour que les femmes dirigent, mais quand même, elles étaient un peu trop directives, et surtout, c'était des aristocrates, et ça ne lui plaisait pas beaucoup. Dans son projet de communauté religieuse dans les forêts de Fontevraud,
il avait décidé que non seulement l'abbesse qui dirigera l'ensemble serait une femme, mais que ça ne doit pas être une vierge. Alors ça, c'était totalement scandaleux, parce que dans les ordres religieux, évidemment, il fallait être vierge. Pour les hommes aussi, ce n'était pas le cas, mais la règle était celle-là. Alors, ces femmes non vierges qui étaient... Alors, il avait un argument imbattable. Il disait, une vierge ne connaît pas la vie. Si l'on veut quelqu'un qui vraiment est de la foi, il dirige une communauté pareille, qui était, vous imaginez, terrible, eh bien, il faut quelqu'un qui ait de l'expérience. Et seule une femme qui a connu un homme peut avoir acquis cette expérience. Donc les deux premières abbesses ont été des veuves, bien sûr, elles n'étaient plus mariées, mais elles étaient veuves, ou répudiées, donc elles étaient veuves, mais ça n'a pas duré longtemps. Ces veuves aristocrates se sont emparées de Fontevraud, de l'équipage de Fontevraud, ces centaines de pauvres hères qui s'étaient installés dans la forêt. Elles se sont fait donner des terres, des biens, des moulins, elles ont eu des revenus. Donc le petit territoire de Fontevraud s'est assez vite agrandi et surtout enrichi. Et les femmes ont dirigé ça. Robert d'Arbrissel, lui, est parti. Parce qu'il a dit, bah, ça c'est pas très... Parce qu'il est... Donc il est reparti en ermite, il a marché toute sa vie, et il a été fondé des prieurés, un peu partout, qui étaient les rejetons de Fontevraud. Mais à Fontevraud même, eh bien, on avait une abbaye qui avait presque déjà, au début du XIIe siècle, cette dimension-là. Là, les bâtiments ont été refaits à plusieurs reprises, mais un bâtiment énorme parce que ces jeunes aristocrates, jeunes ou moins jeunes, parce que souvent c'était des femmes qui avaient vécu dans les républiques, avaient une telle aura qu'elles se faisaient donner des terres, des labours, et finalement, c'était une bonne entreprise. Ça a bien marché, à tel point qu'elles ont construit très vite ce grand bâtiment de Fontevraud. Voilà comment ça se schématise. Donc l'abbaye au centre, l'abbatiale immense, avec la salle capitulaire, la chapelle Saint-Benoît qui était pour les malades. À Cluny, on retrouve exactement le même plan, c'est un plan bénédictin. Et puis, plus tard, on a vu apparaître le logis abbatial, lorsque les abbesses ont pris du galon, je dirais, ces fameuses cuisines dont on va reparler tout à l'heure. Mais Saint-Lazare, la Madeleine où l'on mettait les repentis, il faut entendre par là d'anciennes prostituées qui suivaient la route de la troupe de Robert d'Arbrissel. Donc la Madeleine, c'était les repentis qui sont agrégés à l'ordre, mais pas dans l'abbaye elle-même, et qui servaient de la vendière, elles faisaient la cuisine, enfin c'était les intendantes. Il y avait quand même une abbesse, une prière plutôt à la Madeleine, et puis il y avait aussi, ce qu'on ne voit pas ici, hélas, il y avait ici une grande abbaye pour les hommes, à proximité, mais malheureusement, l'abbaye pour les hommes a été totalement rasée après la Révolution, lorsque, vous savez, comme beaucoup d'abbayes, les bâtiments ont fait l'objet d'être vendus à l'encan pour des exploiteurs, des promoteurs qui exploitaient les pierres. Saint-Jean de l'Abbaye, qui était la résidence de soixantaine d'hommes, encore une fois, sous la direction de l'abbesse, habitait là. Il n'en reste plus rien. On voit un champ. Alors que, ailleurs, on a quand même une bonne idée de ce qu'était. Et finalement, cette idée de Napoléon de faire une prison a sauvé l'abbaye, parce que, après la Révolution, tout aurait pu avoir le sort de Saint-Jean de l'Abbaye, être vendu comme a été Cluny. Je pense que Cluny, il ne reste plus grand-chose. Beaucoup d'abbayes ont été totalement rasées. C'était le cas de Saint-Jean, l'abbaye des hommes. Alors on l'oublie, mais c'était totalement indispensable. Il y avait une sorte de cordon ombilical qui reliait l'abbatiale par ce chemin-là
qui allait ici. Saint-Jean-de-l'Abbaye était en gros ici, tout près, à 100 mètres, 200 mètres. On voit d'ailleurs encore là, le chemin de la clôture, c'est pour la prison. Là. Et les moines, les hommes, qui ne voulaient pas se faire appeler moines, les frères, les sœurs, les frères venaient bien sûr constamment dans l'abbatiale, mais avec des clôtures. Il y avait là une barrière. Les femmes qui habitaient dans les dortoirs arrivaient par ici, et là, il y avait une grille, une énorme grille. Les hommes, eux, arrivaient par là, derrière la grille, et ne rencontraient jamais les femmes, bien sûr. Et la règle dit aux femmes, lorsque les prêtres arrivent pour dire la messe, eh bien, elles doivent baisser les yeux, ne pas voir, parce qu'il pourrait y avoir un jeune diacre qui pourrait les troubler. C'est pratiquement dit comme ça. Donc, il y avait une séparation absolument stricte entre les hommes et les femmes, qui pourtant, quotidiennement, se fréquentaient. Donc ces abbesses, qui finalement sont toutes issues de l'aristocratie, la première petite aristocratie régionale, d'un seigneur qui avait donné ses terres à Fontevraud, puis petit à petit, le niveau a augmenté et on a fini par avoir au milieu du Moyen-Âge des femmes très haut placées dans la société de l'époque, souvent les femmes des seigneurs et, à partir du XVIe siècle, presque toutes de la famille royale. C'est pour ça qu'on dit abbaye royale, parce que c'était toutes souvent des femmes, des filles non reconnues, des bâtardes, mais pas seulement, des nièces ou des sœurs du roi. Ce milieu féminin était assez dur, rigoureux. On constate que l'idée de Robert d'Arbrissel, son slogan, si je peux dire, a été de dire, voyez, au calvaire, le Christ a dit que Saint Jean serait protégé par la Vierge. Et bien là, ce sera pareil. Donc l'idée de Saint Jean au pied du calvaire, avec la Vierge qui le guide, était vraiment la formule de l'abbaye. Partout, on voit le calvaire, c'est pas très original. Toutes les abbayes ont été très vouées à ce culte de la croix, mais particulièrement Fontevraud, avec des images très fortes. Là, par exemple, c'est sauvée par miracle, une petite gravure qui devait être accrochée, elle a gardé, vous voyez, son cadre d'origine, c'est une gravure du XVIe siècle, début du XVIe siècle. Et on devait l'accrocher puisqu'il y a encore le trou en haut. Je pense donc que c'était le genre d'image, gravure sur bois, un peu rustique et colorée, qui était au chevet de religieux, je suppose, mais on ne sait pas comment il était présenté, puisqu'on n'a plus que cette pièce-là. Et vous voyez, tous les instruments de la Passion, de façon assez crue, assez cruelle, sont représentés. Partout dans l'abbaye, on voit non seulement la croix, mais la lance, l'éponge, les clous, tous les outils du sacrifice. Et à un point morbide, j'ai retrouvé dans un litanie que devaient réciter les religieuses, et une litanie qui devait dénombrer un certain Pierre Mallard, avait fait une litanie sur les 47 000 gouttes de sang qui ont coulé du corps du Christ et ces 5 475 plaies. Et chaque plaie, chaque goutte était comme un chapelet, comme une prière. Il y a aussi le motif assez terrible du pressoir mystique qu'on trouve aussi à Fontevraud, je ne vais pas là vous montrer, mais le pressoir mystique, c'était un pressoir. Et le corps du Christ était pressé. On sortait évidemment des fontaines de sang qui étaient réparties
Alors, il y avait du certain sang qui devenait aigre. Alors là, c'était les hérésies, mais tout. Le Christ, au milieu du pressoir, et les jets de sang qui en découlent. Voilà la philosophie des religieuses fontevristes. Ensuite, Fontevraud a joué un rôle essentiel dans l'histoire de France. D'abord, c'était une puissance, même économiquement, elle était riche. Les femmes ne peuvent pas travailler, bien sûr, disait-on. Alors, les cisterciens travaillaient, gagnaient leur vie. Les femmes, non. Donc, elles vivaient de dons, et de dons considérables. Donc, elles sont devenues très vite très riches et politiquement très puissantes. Ce qui est arrivé, c'est que Fontevraud se trouvait donc, vous l'avez vu tout à l'heure, dans un lieu très particulier. À la limite du Poitou, de l'Anjou et de la Touraine. C'est un endroit qui a été très disputé au Moyen-Âge. Lorsque Henri II, duc d'Anjou, est devenu duc de Normandie, alors par toute une histoire compliquée que je vous épargnerai, d'héritage et de guerre, il est devenu duc de Normandie et il est devenu roi d'Angleterre. L'Angleterre, qui à l'époque ne comptait pas beaucoup. Il n'y avait personne en Angleterre. Henri II Plantagenet, duc d'Anjou, a conquis tout ce territoire. Il a conquis aussi la Bretagne. Il a pris Nantes. Et puis surtout, coup de génie, il a épousé Aliénor d'Aquitaine, que vous connaissez sans doute. Aliénor, c'était une femme, elle aussi extraordinaire, il y avait vraiment des personnalités fortes dans cette histoire. Aliénor, très jolie femme, disait-on, très séduisante, héritière de l'autre quart de la France, c'est-à-dire de toute l'Aquitaine. Henri II possédait ça. Aliénor possédait le Poitou, puis petit à petit l'Aquitaine. Le roi de France, Louis VII, avait donc trouvé astucieux d'épouser Aliénor, parce qu'il voyait bien que Henri II allait lui porter de l'ombre. Donc Louis VII a épousé Aliénor d'Aquitaine, jeune et jolie. Mais Aliénor n'a pas entendu de cette oreille, elle a quitté Louis VII, qui était beaucoup trop pieux à son goût. Ils sont partis en croisade tous les deux, apparemment ça s'est très mal passé. Et Aliénor est partie. Et qu'est-ce qu'elle a fait tout de suite? Elle a épousé Henri II. Alors, le territoire de Henri II, ben, c'était tout ça. De l'Écosse, parce que l'Angleterre allait jusqu'aux Pyrénées. Et vous voyez que l'empire des Plantagenets était beaucoup plus important que le royaume, qui n'était pas encore complètement construit. Évidemment, au profit de Fontevraud, en partie, qui a profité de cette situation de domination terrible des Angevins, des Anglo-Angevins, et des victoires répétées de Henri II, qui est mort battu par Philippe Auguste à Chinon, tout près de Fontevraud, Fontevraud a toujours été sur une ligne de guerre. La ligne de démarcation, encore, je crois, passait pas loin, un peu au sud. La France est coupée en deux. Aujourd'hui, on l'a un peu oublié, mais la France du Nord et la France du Sud étant la France des hérésies, la France des Albigeois, des Cathares, a toujours été opposée au royaume qui avait son centre dans l'île de France. Henri II, battu d'une façon assez terrible par Philippe Auguste, meurt à Chinon. Chinon est à 20 km de Fontevraud. On a transporté son corps dans son abbaye, Fontevraud, où il a été enseveli. Aliénor a vécu à Fontevraud.
à partir de son veuvage, pas très longtemps, mais elle avait quand même sa capitale à Poitiers, plutôt. Elle était côté aquitain. Mais on dit qu'elle a exercé les fonctions d'abbesse à Fontevraud, sans doute pas, mais elle a vécu là en tout cas. Et en 1204, elle a fait faire des gisants qui sont absolument remarquables, publiés après la Révolution. Ce sont des Anglais qui sont venus nous rappeler qu'on avait quand même les dépouilles de leur roi au XIXe siècle. Ils ont découvert ces gisants brisés d'ailleurs dans un dépôt de gravats. Ils ont été remontés, repeints, la peinture là n'est pas d'origine, et replacés là où ils auraient dû toujours être, c'est-à-dire dans l'abbaye de Fontevraud. Et aujourd'hui, un grand nombre de touristes anglais viennent rendre hommage à leur ancien roi. Le statut, le gisant d'Aliénor est particulièrement émouvant. C'est la première fois qu'on voit un gisant avec une femme en train de lire d'ailleurs les yeux fermés. C'était, je pense, une lecture mentale et spirituelle. Mais dans l'histoire de l'art, ce gisant compte pour beaucoup, parce que comme vous le voyez, ce n'est plus du tout les statues colonnes de Chartres bien rigides, c'est vraiment un corps féminin dont les formes sont soulignées par les drapés, et ça c'est tout à fait nouveau, 1204. Le gisant est toujours au milieu de l'abbaye, dans la nef. On l'a réinstallé là après avoir pérégriné un peu partout. Il a été mis dans le cloître. Là. Il y a à côté de Henri II et d'Aliénor, l'un de leurs fils, le fils préféré d'Aliénor, qui était Richard, Cœur de Lion, qui s'est beaucoup battu dans cette région, s'est allié avec les enfants d'Henri II contre leur père. Enfin, ça a été des histoires absolument épouvantables. Mais Richard Cœur de Lion a également son gisant à côté de celui de ses parents, encore aujourd'hui. Pendant longtemps, à l'intérieur de l'abbatiale, on avait ce monument qui a été reconstitué au XVIIe siècle, dans un style baroque, où l'on voyait les 6 héros de la dynastie Plantagenet. Alors il y avait non seulement Henri II, Aliénor, Richard Cœur de Lion, il y avait aussi Isabelle d'Angoulême, qui a été puissante, qui a été reine d'Angleterre aussi, mais pas très longtemps, et qui ensuite est revenue en Poitou. Et puis il y avait le comte de Toulouse, qui est ici, qui est parti en croisade, et qui s'est constamment battu avec sa mère, Jeanne de Toulouse. Donc on appelle le cimetière des rois cet ensemble de gisants, mais seuls les priants ici ont disparu totalement. Seul reste les 4 Plantagenets historiques. Alors voilà pourquoi en début du XIIe siècle s'est construit cet immense bâtiment, tout à fait dans le style des abbayes de la Loire. Ça ressemble à Saint-Benoît, la Charité-sur-Loire. Donc il y a beaucoup d'abbayes romanes, début du XIIe siècle, dans ce style impeccable, des volumes romans très, très équilibrés. Cette partie-là est beaucoup plus tardive, du XVIIe siècle, mais il faut considérer cet ensemble absolument magnifique, restauré bien sûr, mais qui a quand même toujours jamais été détruit totalement, et qui aujourd'hui est vraiment une des plus belles églises romanes de France. L'autre curiosité venue du fait que Fontevraud est comme ça situé, je dirais, au nord du sud de la France, pas tout à fait à la Loire, qui était la frontière, mais 4 km plus au sud, je disais, c'est une église immense qui est couverte avec des coupoles. Alors, les coupoles, elles sont bien connues dans le sud de la France, à Périgueux, à Cahors, à Souillac, beaucoup d'églises couvertes, non pas avec une voûte romane
mais avec des coupoles. Mais celle-ci, c'est celle qui est le plus au nord. On voit bien que le sud de la France, avec ses comtes d'Aquitaine et ses ordres particuliers, n'a jamais franchi la Loire. Au-delà de la Loire, c'était l'art gothique qui a pris le... Alors cet ensemble roman, qui ressemblait à Saint-Benoît, sur Loire, on aura à peu près la même chose. À la Charité aussi, il y a beaucoup d'églises qui ressemblent à celle-ci, pas aussi grandes. Mais il faut dire que la portée de ces coupoles est de 17 mètres. Donc c'est une prouesse architecturale qui n'a pas été prévue dès le départ. Vous voyez que on a construit des murs, on avait sans doute l'intention de faire une voûte charpentée, c'était possible. Il y en a une aussi grande à Saumur, à Nantilly, où la nef est aussi une quinzaine de mètres de large, avec une charpente. Et puis ensuite une voûte romane, mais on ne pouvait pas aller plus loin techniquement. Donc à Fontevraud, pour couvrir 17 mètres, on a eu accueilli l'idée de l'évêque d'Angoulême qui avait fait couvrir sa cathédrale avec des coupoles. Et vous voyez que les coupoles ont été ajoutées. Là, le long des murs romans, on a mis des contreforts, parce qu'évidemment ça faisait une poussée considérable. Donc on a consolidé les murs et on a bâti des coupoles. Ce qui nous donne cet effet peut-être un peu désagréable de voir l'abside beaucoup plus large. Ici, il a fallu rétrécir, il a fallu mettre également des contreforts et ça coupe, comme vous le voyez, l'élan de l'abside qui aurait dû aller beaucoup plus loin. On voit que là, l'élan est coupé. Mais il n'empêche que cette prouesse est encore magnifique et voilà les colonnes de Fontevraud. Elles sont d'ailleurs aussi célèbres pour les sculptures, comme beaucoup de sculptures romanes, où l'on voit ce style très particulier, le personnage dansant. C'est l'ensevelissement de la Vierge, puisque le monastère est consacré à la Vierge Marie. Donc on ensevelit la Vierge, et là il y a les 12 apôtres qui viennent, puisque dans la légende, ce n'est pas dans les évangiles, mais dans la légende, on a les apôtres. Et puis ce style roman qu'on retrouve dans les miniatures et dans les fresques, avec des personnages qui ont l'air de danser, déhanchés, mais très élégants, et ici en pierre. Alors la pierre calcaire, très fine, du Val-de-Loire, le tuffeau, permettait de telles prouesses. En granit, on n'aurait pas fait ça certainement, mais là, alors l'inconvénient du tuffeau, c'est qu'il s'use très vite, et celle-là n'a pas été restaurée. Mais la plupart de ces chapiteaux, il y en a 40, ont été refaits parce qu'ils étaient fondus, en quelque sorte. Mais certains ont résisté, dont peut-être le plus beau, qui est celui-ci. Voilà toutes sortes de raisons pour lesquelles il faut aller visiter Fontevraud. Et puis, l'autre vedette, je dirais, de la visite, c'est ce curieux bâtiment. Alors, j'ai beaucoup étudié parce qu'il est baptisé sur les plans anciens cuisine. Cuisine de Fontevraud. Mais regardez bien toutes ces cheminées. Alors, il a été aussi refait en 1904 par l'architecte des monuments historiques de l'époque. Mais il a été bien refait, fidèlement. Et voilà l'intérieur. Alors, c'est surprenant quand même de dire une cuisine. Vous voyez, il y a toutes ces cheminées, avec une cheminée centrale, et de chaque côté, dans les angles, des appels d'air. Alors, comment faire de la cuisine? Voilà, là, vous voyez, tout ça va aller culminer dans les clochetons que l'on voit ici. Et au milieu, ce vide et cette grande hotte. Et autre curiosité, dans chacune des absidioles, où on aurait pu voir des fours, il y a des fenêtres. Je n'ai jamais vu une fenêtre au fond d'un âtre. Alors en fait, ce n'était pas vraiment des cuisines, c'était un bâtiment qui était spécialement conçu, et très bien conçu,
pour faire fumer les poissons. Les religieuses consommaient beaucoup de poissons. Heureusement, la Loire était à côté. À l'époque, la Loire fournissait beaucoup de poissons. L'abbesse avait même ses poissonniers, son bateau. Et puis elle achetait, on le faisait venir, des harengs, du beurre. Donc, grosse consommation de poissons que l'on fumait dans ce bâtiment. Alors, on peut prouver la chose parce qu'il y en avait beaucoup d'autres, mais elles ont toutes disparu. Et le mystère de ces cuisines de Fontevraud, c'est qu'elles n'ont peut-être jamais été utilisées. La pierre est restée presque intacte. Elles ont été refaites, bien sûr, mais dans les parties d'origine, on ne constate pas de traces de fumée, de suie. Est-ce que ça a vraiment fonctionné? On n'en sait rien. J'aimerais que l'on fasse l'expérience, mais on ne l'a pas fait, d'allumer un feu. Alors, on utilisait du bois de hêtre, qui est le bois qui produit le plus de fumée. Sans doute on faisait ce qu'on fait encore beaucoup dans des bâtiments, dans des fumoirs, que l'on utilise beaucoup dans les pays d'étang. Dans la Bresse, par exemple, il y a ce qu'on appelle les cheminées sarrasines, qui ressemblent tout à fait à ça. Alors, la cuisine, il n'y a pas de hotte. La cuisine est surmontée d'une... la cuisine elle-même, le toit lui-même est une grande hotte. Il n'y a pas de... Alors, celles de Fontevraud, ces cuisines de Fontevraud ont, par miracle, été conservées. Il y en avait dans pratiquement toutes les églises bénédictines de la vallée de la Loire, à Saumur, à Pont-le-Voix, à Saint-Benoît. Elles ont toutes disparu. On ne les voit que sur les plans, sauf Fontevraud, qui a conservé ce bâtiment, qui peut-être n'a jamais été utilisé, sinon comme cuisine, mais on ne peut pas vraiment cuisiner avec cet appel d'air au-dessus. Il n'empêche qu'elle est toujours là et qu'aujourd'hui elle étonne les touristes. Les archéologues, les premiers, on n'a jamais su ce que c'était que cette bizarrerie. Les archéologues du 19e siècle disaient, ben voilà, c'était une tour. Ils avaient inventé la légende d'un bandit dans cette forêt de Fontevraud, un bandit qui se serait appelé Évraud, évidemment, et qui aurait habité la fontaine d'Évreux. C'est une légende totale. Mais il aurait installé là une lanterne pour piéger les pèlerins qui se promenaient dans la forêt, donc une sorte de phare trompeur. Alors, ça c'est quand même une curiosité qui date du milieu du XIIe siècle. Après l'ère des Plantagenets, pendant laquelle l'ordre de Fontevraud a vraiment prospéré, devenu très riche, avec des abbesses qui étaient à la fois possessionnées en Angleterre et en France. Après, ça a beaucoup mal tourné. Mais cette histoire est passionnante quand même, parce que le dernier fils d'Henri II et d'Aliénor d'Aquitaine, c'était Jean Santerre. Jean Santerre a été battu par Philippe Auguste et par Richard Cœur de Lion, son frère, qui était son ennemi. Il a été chassé jusqu'en Angleterre. Donc Jean Santerre a été exilé de force en Angleterre. Il est devenu roi d'Angleterre, où il s'est battu contre les barons qui ne voulaient pas de lui, donc une guerre civile en Angleterre. Et la suite de l'histoire de Fontevraud s'est passée beaucoup en Angleterre. Parce que Jean Santerre a eu des parents qui ont pris la direction de la partie anglaise de l'ordre. Et on retrouve en Angleterre tous les barons normands qui avaient suivi Guillaume le Conquérant et qui s'étaient installés en Angleterre. Donc il y a en Angleterre au XIIe siècle une aristocratie largement française, d'origine normande, ou même angevine, qui s'installe là-bas. Donc la guerre de 100 ans a été une épreuve très très terrible et durable, comme son nom l'indique, pour les prieurés anglais qui étaient coupés de l'ordre de Fontevraud en France. L'ordre en France a périclité. Ce sont des abbesses anglaises, enfin, qui à l'époque parlaient français, encore des françaises, mais qui sont revenues à Fontevraud. Et Fontevraud est resté pendant 2 siècles, 13e, 14e siècle, comme une enclave anglaise dans le royaume de France. C'était les Anglais qui faisaient vivre Fontevraud, parce que la région de Fontevraud était massacrée, c'était des guerres incessantes.
et c'est devenu un endroit miséreux. Lorsque la guerre de Cent Ans s'est terminée, les rois de France ont essayé de reprendre Fontevraud, et c'est les ducs de Bretagne, qui étaient eux aussi à moitié anglais, qui ont réussi à imposer ce qui s'imposait partout, dans toutes les abbayes après la guerre, qui avaient été toutes détruites, presque, la réforme. Il a fallu réformer, parce qu'il y avait dans toutes les prieurés de Fontevraud, et à Fontevraud même, un grand désordre. Le désordre, pour les religieux, ça veut dire qu'il n'y avait plus de clôture. Comme elles étaient massacrées ou misérablement, j'ai trouvé des traces d'un massacre à Fontevraud. Donc ces pauvres religieuses, prises dans la tourmente de la guerre, repartaient dans leur famille, ou sortaient en tout cas de la clôture pour gagner peut-être leur vie. En tout cas, il y avait une débauche qu'il a fallu absolument arrêter. C'est une abbesse d'origine bretonne. La Bretagne a toujours joué ce rôle de cheville entre la France et l'Angleterre. Donc c'est une abbesse bretonne qui a finalement lancé la réforme de Fontevraud au XVe siècle, avec la réforme de Montmartre, de beaucoup d'autres abbayes qui devaient retrouver une dignité, renouer avec l'ordre. Il a fallu réécrire la règle, beaucoup plus stricte, enfermer les femmes, vous les voyez là, c'est une fresque de l'époque, une miniature de l'époque, où on voit avec sa crosse l'abbesse. Ici, c'est la grande prière. Et au milieu d'elle, on le sait parce que c'est écrit là, sinon on ne l'aurait pas deviné, c'est une femme mythique qui s'appelle Eustochium. Eustochium, c'était la première femme qui ait fait un monastère de femmes en Palestine au 5e siècle. Et c'était la compagne et l'élève de Saint Jérôme. Alors c'était devenu la patronnesse des fontevristes. Et voilà, on les voit là cloîtrés. Alors, première obligation pour restaurer la règle et redonner à l'abbaye de Fontevraud le lustre qu'elle avait connu dans ses origines, faire une clôture. Ce qui a sauvé Fontevraud à l'époque, c'est qu'ont été nommés là des abbesses très proches du roi. La sœur de Louis XII est venue là, puis d'autres ensuite, de nièce en nièce, la sœur de Louis XIII aussi, qui se sont installés à Fontevraud. Alors à partir du XVIe siècle, l'abbaye, qui était sans doute presque en ruine, a retrouvé son éclat et a été reconstruite. Les bâtiments monastiques ont été refaits au XVIe siècle, sous René de Bourbon et ses nièces, Louise de Bourbon, puis Éléonore, puis Jeanne-Baptiste, toute une dynastie de Bourbons. Alors les Bourbons, ils étaient princes du sang, qui pouvaient devenir rois, mais ils ne l'étaient pas, c'était les Valois, la dynastie des Valois qui régnait à l'époque. Les Bourbons sont arrivés plus tard, curieusement, avec un Bourbon protestant. C'est Henri IV, le premier des Bourbons. Donc, à la fin du XVIe siècle, mais pendant tout le XVIe siècle, avant que Henri IV accepte la couronne, eh bien, les Bourbons ont colonisé les abbayes pour s'imposer dans l'aristocratie française. Alors, leur grand argument, c'est qu'ils étaient descendants directs de Saint-Louis, ce que n'étaient pas les Valois. Il y avait des décrochements. Mais les Bourbons, famille très puissante et nombreuse, s'étaient emparés des abbayes. Donc, les abbesses de Bourbon se sont installées à Fontevraud, pas seulement à Fontevraud. Dans beaucoup d'abbayes féminines françaises, presque toutes étaient dirigées par des abbesses de Bourbon et ont été de grandes bâtisseuses. Elles ont construit, alors l'église est toujours la même, elles ont quand même refait la toiture qui s'était effondrée. Donc le clocheton, ici, était effondré, a été reconstruit au XVIe siècle, ainsi que la toiture qui a été recouverte, et puis le cloître, qui a remplacé le cloître roman,
Mais il y avait un cloître, à l'époque romane, de la même dimension. Le plan n'a pas changé. Mais évidemment, l'architecture a changé, et c'est une architecture de la Renaissance. D'ailleurs, ici, on trouve des lucarnes qui sont directement empruntées à Chambord et au château de la Loire. Voilà les magnifiques cloîtres refaits par René et Louise de Bourbon dans la première moitié du XVIe siècle, dans un style encore gothique, mais gothique flamboyant. C'était une abbaye donc extrêmement puissante et qui a encore joué un rôle important dans la politique puisque c'était les proches parentes du roi qui la dirigeaient. La dernière de la dynastie, Éléonore de Bourbon, au début du XVIe siècle, parente de Henri IV, ça a d'ailleurs été pas facile d'avaler le protestantisme du roi dans un milieu pareil. Elle a construit ce bâtiment qui sont des infirmeries. Alors, il est surprenant quand on visite l'abbaye de voir des infirmeries aussi grandes. En fait, les moniales d'abord n'étaient pas d'une santé très vaillante parce qu'elles avaient un régime assez dur, donc il y avait beaucoup de malades. Il y avait un rituel très très compliqué lorsque l'une d'elles mourait. Et ce bâtiment important qui ressemble, vous voyez, à un petit château. On n'est plus du tout dans une architecture monastique. On est dans une architecture qui se rapproche de Fontainebleau ou de l'architecture. On retrouve certains motifs, les lucarnes ici, dans les châteaux du XVIe siècle. Éléonore de Bourbon a bénéficié donc à nouveau des bienfaits du roi de France et avait installé là des jardins. Elle avait refait le palais, j'allais dire impérial, le palais abbatial, et c'était redevenu une abbaye très riche. Je ne dis pas qu'on y menait grande vie, parce qu'elles avaient quand même la règle qui était plus ou moins respectée, mais quand même confortable. Il y avait des fêtes, on organisait des chasses. Les moines étaient un peu plus libres qu'avant. Les moines se sont révoltés qui avaient pris un petit peu de l'expérience, ils se sont révoltés contre les abbesses. Au XVIIe siècle, il y a eu un énorme procès des moines contre les abbesses. Les moines ont porté l'affaire devant le Parlement et devant le Conseil du roi. J'ai pris note là d'une phrase qui montrera combien les moines, qui étaient toujours asservis aux religieux, combien les malheureux ont souffert, combien c'est extraordinaire qu'ils aient conservé cette servitude, parce que partout ailleurs, ils s'en sont émancipés. Alors, il y a eu au milieu du XVIIe siècle, à l'époque où Louis XIV prend le pouvoir, un grand procès, parce que les religieux ne supportent plus leur soumission. Jusque-là, je crois que les religieuses qui avaient le monopole de l'embauche, je dirais, c'était les religieuses, c'était l'abbesse qui choisissait les moines qui voulaient rentrer dans l'ordre. Alors, elle choisissait qui? Elle choisissait d'anciens serviteurs de leur famille et qui continuaient un petit peu à les servir. Pas toujours, mais c'était quand même ça. Au XVIe siècle, ça a changé, parce que les moines sont devenus plus instruits. Ils avaient fait un séminaire à La Flèche, donc ils ont beaucoup écrit. Les moines étaient des intellectuels, souvent petite bourgeoisie, et se moquaient de ces aristocrates qui, dit-il, ne savent que prier. Elles n'avaient souvent pas d'instruction, elles ne connaissaient même pas le latin, elles répétaient les litanies. Et les moines devenus un peu plus instruits n'ont plus supporté d'être dirigés par une femme. Ils n'ont jamais contesté l'autorité de l'abbesse, mais quand même, voilà ce qu'ils leur reprochaient. Ils ont fait des pamphlets, qui ont été imprimés à l'époque. Ça a fait évidemment des histoires terribles. Alors il y en a un qui dit, il écrit une note au roi, note sur la règle de Fontevraud et les raisons pour lesquelles il est en si grand désordre. Alors il dit, voilà, il faut subir diverses humeurs des officières. Tantôt, elles se trouvent gracieuses et raisonnables, ce qui est rare.
Et tantôt, une autre est avare et pleine de mauvaise humeur et sans raison, ce qui est plus ordinaire, dit-il. De manière que, souvent fois, il faudrait se prendre aux épées et aux couteaux, comme l'on dit, pour en tirer un liard à acheter une aiguillette. Un frère n'aura qu'une robe tous les 2 ans, et tous les ans un chaperon. Mais il n'en est pas ainsi pour les religieuses, à qui rien n'est refusé, et que tout leur est donné en temps et en mesure. Il se plaignait aussi de devoir marcher pieds nus, alors que les religieux, d'avoir des chaussons, alors que les religieux marchent pieds nus, alors que pour les religieuses, il y a des chaussons. Donc, une mésentente fondamentale entre les hommes et les femmes qui a complètement marqué la dernière partie de l'ordre fontœuvriste. Voilà les jardins de Gabrielle de Rochechouart, qui a été une des dernières abbesses. Voilà la toute dernière, celle qui a été pendant la Révolution, Madame de Pardaillan-Dantin, de la famille de Montespan, puisque même au XVIIe siècle, c'était les maîtresses du roi qui nommaient les... C'était plus le roi lui-même qui nommait les abbesses, c'était sa maîtresse. Donc c'est Madame de Montespan qui avait fait en sorte que l'une de sa sœur, Gabrielle de Rochechouart, est devenue abbesse. Ensuite, il y en a eu quelques autres avant la Révolution, et ça se passait à ce moment-là beaucoup mieux. L'abbaye était devenue riche, les moines s'étaient un petit peu calmés. On n'attendait pas du tout la Révolution. À Fontevraud, on ne se doutait pas du tout. C'est un peu comme Louis XVI à Versailles, vous savez qu'il avait marqué le 14 juillet, rien, il ne s'est rien passé. Là, c'était pareil, l'abbesse n'a rien vu venir. Mais c'est arrivé très vite et très mal, parce que les révolutionnaires ont envahi l'abbaye, l'ont saccagée, ont vendu tout ce qui était dedans, et il ne restait plus que les murs. Les chouans sont arrivés jusqu'à Fontevraud. On vendait tout ce qu'on pouvait, tout ce qui était en métal, les ardoises, on était vendu à l'encan. Et l'abbaye de Fontevraud était dans un état absolument lamentable en 1794-95, lorsque les rouges sont arrivés, les bleus, c'est les bleus, les républicains. Les moines sont partis tout de suite. Ils ont plié leurs bagages. L'un d'eux est devenu maire de Fontevraud. Donc ils mettaient de la bonne volonté, alors que les religieuses ont résisté, ont été obligées de se réfugier, et la dernière des abbesses est morte à l'Hôtel-Dieu de Paris après une fuite. Voilà comment on est arrivé à faire de Fontevraud cette prison. Voilà. Et voilà l'historien de Fontevraud qui se promène dans l'infirmerie de Fontevraud, qui a été complètement reconstruite, mais qui est superbe. Et je me suis demandé, puisque je passe ma vie en ce moment à Fontevraud, pourquoi ça m'avait tant frappé. Je pense que, voilà, j'ai été élevé par des femmes. Une mère et une tante qui m'ont beaucoup choyé. Ma mère ressemblait un peu à ça. Je pense qu'il y a peut-être une affinité entre moi et ces abbesses, parce que ma mère était vraiment la chef de famille, comme les abbesses ont été les chefs de l'ordre. Je ne sais pas, c'est une interprétation très subjective et personnelle, mais je ne suis pas psychanalyste, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Voilà l'histoire de Fontevraud, et je vous invite maintenant à aller visiter ce lieu superbe et maintenant très, très bien restauré. Merci. Alors bien sûr, si vous avez beaucoup de questions. Oui. À cette époque, donc, c'était très original, dites-vous, qu'il y ait une abbesse, mais il semblerait qu'à exactement à la même époque, de l'autre côté du Rhin, une Hildegarde d'Indienne, et soit également... Oui, c'était beaucoup plus tôt. C'était même plus tôt, je crois, Hildegarde, c'est le 11e. Oui, 12e ou 12e siècle. Oui. Oui, effectivement. Il y a eu d'autres... les abbesses puissantes, il y en a eu beaucoup.
Il y a eu d'autres ordres doubles même. Il y a eu l'ordre de Sandringham en Angleterre. Ça n'a pas duré, parce que les religieux là se sont révoltés et ont réussi. Donc ils ont chassé l'abbesse. Il y a aussi un ordre très intéressant des Brigittines, Sainte Brigitte de Suède, qui au XVIIe siècle, c'était une mystique qui avait le don de prophétie. Donc les Brigittines de Suède avaient également un ordre avec des religieux sous leur ordre. Mais ça n'a pas duré longtemps. Donc vous avez raison, c'est pas un cas totalement unique, mais c'est la durée qui, due sans doute à la puissance. On voit bien qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, ça remontait au roi. Et le roi se trouvait être le frère ou le demi-frère ou l'oncle de l'abbesse. Alors, dans le procès dont je vous ai parlé tout à l'heure au XVIIe siècle, il y a 3 malheureux religieux, des érudits, qui ont beaucoup écrit, des gens tout à fait remarquables, qui ont fait ces pamphlets, qui ne supportaient plus. Mais ils n'avaient pas de titre, c'était des roturiers, il n'y avait aucun titre. Et ils arrivent à faire un procès à l'abbesse, à Paris, ils arrivent avec leurs archives, et devant eux, qu'est-ce qu'ils trouvent? Tous les grands cardinaux, les évêques, il y avait un tribunal qui était extrêmement impressionnant. On a tous les actes de ça, c'est assez éprouvant parce que ça n'a pas fait, ils n'ont pas tenu le coup, quoi. Donc, il n'y a même pas eu de procès. Ils ont apporté leurs pamphlets, mais très vite l'affaire a été entendue et l'abbesse Jeanne-Baptiste de Bourbon, c'est celle que je vous montrais tout à l'heure, voilà. Eh bien, elle est revenue à Fontevraud, tranquille, elle a refait la règle encore plus dure, elle a durci et c'était fini. Mais c'est vrai que ces ordres doubles sont très, très intéressants, parce que c'est quand même une exception quand on voit le contraste entre le discours anti-féminin, anti-féministe, violent, de tout l'Ancien Régime, et au XIXe siècle aussi bien, et en même temps, cette reconnaissance de... Alors, il y a des... Dans le procès, dont je parlais tout à l'heure, il est passionnant parce qu'on a beaucoup de plaidoyers d'un côté et de l'autre, plaidoyers pour les hommes, plaidoyers pour les femmes, et dans ces plaidoyers, on retrouve absolument tous les arguments pro-féministes et anti-féministes qu'on entend aujourd'hui quotidiennement. C'est-à-dire qu'il y avait une partie qui disait mais les femmes sont bien capables de diriger, d'ailleurs elles l'ont montré en de multiples occasions, et on ressort la Bible, on ressort l'histoire de France avec toutes les reines, Brunehilde des Frédégonde, etc., enfin toutes les reines qui ont... Et c'est vrai qu'au XVIIe siècle, à l'époque de cette abbesse particulièrement forte, c'était Anne d'Autriche et Marie-Thérèse, enfin les reines qui ont vraiment dirigé la France. Alors, il y avait donc des histoires du monde revues par les femmes, et puis il y avait aussi des factums, des pamphlets extrêmement violents contre l'imbécilité des femmes, dit-on. C'est venu du latin, c'était pas l'imbécilité, mais quand même la faiblesse, les femmes, constamment. Les femmes ne peuvent pas diriger, c'est pas possible. Alors, elles étaient effectivement assistées de beaucoup d'hommes autour d'elles. Et dans ce procès où la mère abbesse que voici a gagné finalement contre les moines, elle était entourée par des hommes, tous les cardinaux et les évêques qui étaient venus à son secours, et les pauvres moines, c'est bien que c'est plus leur côté roturier qui les a desservis que le fait d'être des hommes. Ils ont été condamnés? Non, l'abbesse, dans sa grande mansuétude, alors il y en a qui ont été condamnés, mais il n'y a pas beaucoup d'informations dessus. L'un d'eux, parce qu'il y en a eu toujours des révoltés, et souvent il y en avait qui s'échappaient. Les hommes partaient, ils n'avaient pas le droit, mais ils partaient. Alors on les rattrapait. Et il y avait à Fontevraud, il y avait une prison. On sait que certains ont été mis en prison. Et puis, ce qu'on faisait, dans ce cas-là, les irréductibles, on les envoyait, on les exilait. On les envoyait dans d'autres monastères d'hommes. L'abbesse bénéficiait, il y a à côté de Fontevraud un très joli coin qu'il faut voir aussi, qui est Champigny-sur-Veude. Champigny-sur-Veude, c'était un château des Bourbons. Et le frère René de Bourbon, la grande réformatrice, résidait souvent à Champigny-sur-Veude, où il y a encore la Sainte-Chapelle. Champigny, c'est à une quinzaine de kilomètres de Fontevraud. La Sainte-Chapelle est magnifique parce qu'il y a des vitraux
qui raconte l'histoire de Saint-Louis, le patron des Bourbons. Et alors il y avait la troupe de Louis de Bourbon qui était à proximité. Et quand l'abbesse avait trop de problèmes avec ses hommes, elle appelait son frère qui arrivait avec sa troupe. Et on évacuait les révolutionnaires. Donc l'abbesse avait beau jeu quand même. Est-ce que Cuneau, qui est à côté de Fontevraud, fonctionnait avec Fontevraud? Non, enfin Cuneau, effectivement, architecturalement, il y a beaucoup de proximité, Oui. beaucoup de parenté de l'abbaye de Cuneau, qui est magnifique, mais c'était une abbaye bénédictine, comme la plupart des abbayes. La règle de Fontevraud est largement bénédictine. S'il n'y avait pas cette particularité qu'il y a dans la règle, à côté de la règle des femmes, qui est quasiment une règle bénédictine, à côté, il y a une autre règle pour les hommes, qui dit les hommes obéissent, les hommes n'entrent à Fontevraud que si l'abbesse les a choisis, et ils doivent obéir aux religieuses. Autrement, l'ordre bénédictin était beaucoup plus puissant, et avait beaucoup. Pour bénédictin, c'était des centaines de prieurés, et Cuneau était un prieuré bénédictin. Donc il n'y avait pas de relation politique. Mais c'est vrai qu'on trouve dans l'architecture de Cuneau beaucoup de similitudes avec l'architecture de Fontevraud. Les créateurs de dessins animés ont dit qu'ils organisaient régulièrement des séminaires d'activité à Fontevraud. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que ça vous paraît logique? Parce que pour eux, ils considèrent un peu ça comme une villa Médicis dans leur spécialité. Tout à fait, tout à fait. Oui, moi je ne suis pas très partisan de cette orientation, mais c'est vrai que en 1963, on a décidé de vider l'abbaye. C'est d'ailleurs ce qui m'a donné l'idée. Moi j'étais jeune à ce moment-là, je cherchais un sujet de thèse, je visite Fontevraud. Il y a des prisonniers qui se promenaient encore, qui étaient encore là. Et on me dit, vous savez, l'année prochaine, ce sera les Beaux-Arts qui vont reprendre l'abbaye. Alors, moi qui voulais faire de l'histoire de l'architecture dans le Val-de-Loire, c'est une aubaine formidable. Donc, je voulais étudier Fontevraud, dont on connaissait, les touristes visitaient l'abbatiale et les cuisines et le cloître, mais tous les bâtiments autour que vous avez vus étaient inaccessibles, évidemment, puisque c'était la prison. Et en 1963, je crois que c'était M. Fouché, le ministre de la Justice, qui a décidé de vider le pénitencier et de restaurer. Alors, en 1985 a été fondé ce qui s'appelle aujourd'hui le Centre culturel de l'Ouest. D'abord, c'était l'État qui s'en est occupé. Aujourd'hui, c'est complètement la région Pays de la Loire qui dirige ce centre culturel. Et voilà, la région du Pays de la Loire, chargée d'un fardeau énorme de ces bâtiments immenses, avec des salles vides. Que faire? Centre culturel, c'est vite dit, hein, mais qu'est-ce qu'on va faire dedans? Alors les différents directeurs, il y en a eu pas mal depuis 1965, ont cherché à utiliser ce potentiel formidable. L'idée, effectivement, il y a eu toute une époque où on faisait des bandes dessinées ou des dessins animés. Ça ne me paraissait pas vraiment opportun dans un lieu pareil. Et souvent, il y a eu des expositions et des manifestations que je trouvais pour ma part d'assez mauvais goût, enfin, trahissant l'esprit. En revanche, il y a eu des choses très belles. Pendant une des directrices, Mme Colleux-Dumont, maintenant dirige le château de Chaumont, vous savez, où il y a les jardins. Elle était pendant un temps directrice de ce centre culturel de l'Ouest. Elle avait eu la bonne idée d'orienter ça sur la musique, et particulièrement le chant grégorien. Donc il y avait constamment des concerts. Là, ça s'y prête très bien, parce que les différentes coupoles, y compris la cuisine avec son cône, donnent aux musiciens beaucoup de liberté. Alors l'idée de faire un centre musical me paraissait excellent. Le dessin animé, maintenant c'est terminé. Alors, plus ça, il y a eu beaucoup d'expositions plus ou moins réussies, des choses d'avant-garde, alors ça, pas du tout. Enfin, là, je vais faire le vieux, mais l'art d'avant-garde, je ne vois pas du tout là-dedans. Et actuellement, donc, il y a un nouveau souffle de Fontevraud
L'ancien directeur est parti, il va y avoir un nouveau directeur, toute une nouvelle. Et je ne sais pas ce qu'il va en sortir. Mais enfin, il cherche en ce moment des idées. Il y aura certainement un musée. Et puis peut-être plus d'activités historiques, enfin, conformes à. Moi, le conseil que je donne, parce qu'effectivement, je suis un petit peu ça, c'est de cultiver la partie anglaise d'abord, qui a été complètement oubliée, alors qu'il y a presque plus de touristes anglais à Fontevraud que de touristes français. Les Anglais se souviennent très bien que Fontevraud a été le point d'accroche de l'Angleterre, et ce sont les Anglais qui ont découvert, qui ont dit aux archéologues français ce que c'était que les cuisines, que ce n'était pas du tout un fanal pour le bandit. Ils ont aussi retrouvé les gisants. Bref, les Anglais sont très attachés à Fontevraud. C'est leur Saint-Denis, c'est leur mausolée de leur premier roi. Leur premier, mais enfin. Alors, l'alliance avec l'Angleterre devrait être plus marquée qu'elle n'est. Et puis, ce qu'il faut aussi cultiver aujourd'hui, c'est les 80 prieurés. Parce que, alors, beaucoup ont disparu, mais certains, comme Ville-Salem, en Poitou, ou l'Appui, enfin, il y a une dizaine de Orsan dans le Berry, là où est mort Robert d'Arbrissel dans ses pérégrinations. Il a échoué à Orsan, qui est un monastère qui existe encore, et les propriétaires de ces prieurés ont fait une association. Donc je pense qu'il y a là une bonne charge de travail pour remonter un petit peu, faire connaître Fontevraud. Mais effectivement, pendant un temps, il y a des directeurs qui étaient spécialisés dans les dessins animés japonais. Alors, il y a eu des quantités de festivals de dessins animés japonais. Il n'y a rien pour les dessins animés japonais, je crois que ce n'était pas vraiment le lieu adéquat. Est-ce qu'il y a une quelconque dimension religieuse aujourd'hui dans ce site? Plus du tout. Plus du tout, mais non. Depuis la Révolution. Mais quand même, il y a eu une suite. Certaines des religieuses qui ont fui pendant la Révolution se sont réfugiées dans différents endroits, en Espagne d'abord, parce qu'elles émigraient en Espagne, mais très peu nombreuses. Et il y a des descendantes. Donc il y a dans un petit couvent bénédictin près d'Angers, qui s'appelle Martigné-Briand, il y a encore quelques vieilles dames qui se disent les héritières de Fontevraud. Ça n'a plus beaucoup de sens, puisqu'il n'y a plus l'idée de l'ordre double a complètement disparu, elles sont bénédictines totalement, mais elles ont gardé quelques souvenirs. Par exemple, une petite boîte qui est censée contenir le cœur de Robert d'Arbrissel, évidemment il n'y a plus rien du tout dans la boîte, mais elles ont certaines reliques de Fontevraud, elles y tiennent, et voilà, donc il y a un petit monastère, Martigny-Briand, qui perpétue le souvenir de Fontevraud. Autrement, non, il n'y a plus du tout de vie religieuse à Fontevraud. C'est un grand lieu touristique maintenant, plus du tout religieux. C'est un peu l'hôtellerie qui s'y est installée. Alors, oui, ça c'est dans le... Évidemment, c'est le tourisme maintenant qui attire. On peut s'y marier aussi. Oui. Ah, on peut s'y marier? Je crois pas. Si. Ah, moi oui. j'y suis allé. Ah bon? Non pas pour me marier, mais j'ai été invité à un mariage et ça se déroulait dans une grande salle. Ah bon? Oui. Ah ben oui, là vous m'apprenez quelque chose. Non, je sais que oui, ils attirent beaucoup les touristes, les congrès, parce qu'il y a d'immenses salles, alors ils font des congrès, ils accueillent beaucoup de... Et dans l'abbaye de Saint-Lazare, que voici, le prieuré de Saint-Lazare, qui est un peu à l'écart, où il y avait les lépreux, a été aménagé pour faire un hôtel de luxe. Exact. Voilà. Vous avez vu ça? Oui. Moi, j'étais au début, ils ont fait un hôtel, parce que je trouvais... À l'intérieur, il n'y avait pas grand-chose, donc on ne risquait pas de détruire les intérieurs. Là, il y a un bâtiment oui, qui peut très bien abriter des chambres d'hôtel. C'était le réfectoire et le dortoir des religieuses. Là, il y a encore l'église du XIIe siècle. Hein. Et puis, il y a encore un très joli petit cloître. Donc, c'était pas complètement idiot de mettre un hôtel dans cette partie-là. Où je suis moins d'accord, c'est qu'ils en ont fait maintenant un hôtel de grand luxe. Hein, si vous voulez aller coucher à Fontevraud, c'est 300 € la nuit, je crois que je Et ça, je trouve ça un peu de mauvais goût. Et puis, le prieuré lui-même a été aménagé par un décor d'une horreur absolue, qui se veut mode, avec des appareils, des écrans partout.
d'un mauvais goût. Enfin, ça, c'est tout à fait personnel. Mais Saint-Lazare est vraiment décevant. Mais alors, je ne savais pas qu'on pouvait même s'y marier. Bon, ben. Oui. Mais dans l'église de Saint-Lazare, alors, parce que. Non, non, Juste la c'était les réception. réceptions. La réception, c'est des Ah oui, le mariage. américaines. Ah oui, mais pas le sacrement du Pas le mariage. sacrement, non, non, Ah, d'accord, oui, je comprenais. Ah oui, oui, bien sûr, des mariages, effectivement. Ils reçoivent des congrès, les mariages. Les Chinois adorent venir se marier en France. Donc, oui, oui, ça j'ai vu les mariages, effectivement. Alors, comme c'est un hôtel de luxe, c'est très bien. Mais moi, j'ai fêté mes 50 ans. C'était beaucoup moins dessus à l'époque. Mais en revanche, oui, il n'y a pas de cérémonie. Les hôtels sont plus consacrés. Mais des fêtes de mariage, oui, très bien. Et à l'époque où il s'agissait d'une institution religieuse, est-ce qu'il y avait des rapports entre l'abbaye elle-même et l'évêché local? Oui, alors ça, vous savez, c'est une histoire douloureuse, parce que ces ordres religieux, soit les bénédictins, les fontevristes aussi, ne voulaient pas dépendre de l'évêque, ils dépendaient du pape, uniquement du pape. Et ils y tenaient, bien sûr, c'était un avantage énorme, parce qu'il y avait un problème, d'aller directement au Vatican. Et le pape avait là sa clientèle. Les évêques voyaient ça d'un très mauvais œil. Donc il y avait ce qu'il appelait le droit d'exemption. Le droit d'exemption, ça veut dire que l'évêque n'avait pas le droit de pénétrer dans les abbayes, pas seulement à Fontevraud. Mais selon les époques, les évêques étant plus ou moins puissants, se sont imposés, ils vivaient très très mal cette exclusion. Donc l'abbesse a été très souvent en procès, puis des procès qui ont duré des siècles, mais des décennies, avec l'évêque d'Angers, puisque c'est l'évêque d'Angers qui devrait normalement superviser, mais il ne supervise rien du tout. Donc ils ne dépendaient pas du tout des évêques, ils étaient constamment en conflit. Alors les conflits étaient nombreux, parce que les évêques possédaient des péages, des marchés, les ponts de Chinon, les poncets à Angers qui appartenaient, dont les droits appartenaient à l'abbaye. L'abbaye était très riche, l'abbesse était riche avec ses marchés, ses passages, ses douanes. Et évidemment, l'évêque le plus proche, c'était Angers, prenait très très mal la chose. Donc il y a eu des procès incessants entre les abbesses et les évêques. Et le juge était un juge religieux ou civil? Non, parce que ça allait jusqu'au pape. Ah oui. Donc l'abbesse avait raison. Là. Les évêques se sont souvent fait battre dans les procès. Bon, ceci dit, les évêques étaient puissants, puis ils avaient quand même la région pour eux, donc c'était très disputé. Mais le pape avait raison. Et Fontevraud est dans une situation extrêmement ambiguë, parce que, comme vous voyez, il fait partie du diocèse d'Angers, mais il était dans le comté, dans le limite du Poitou. Parce que Robert d'Arbrissel s'entendait mal avec l'évêque d'Angers, mais s'entendait très bien avec l'évêque de Poitiers. Donc il a trouvé ce lieu tout à fait improbable, en Anjou, dans le diocèse de Poitiers, mais dans le comté d'Anjou. Alors il pouvait jouer sur les deux côtés, et c'était un jeu diplomatique assez subtil. Mais encore aujourd'hui, Fontevraud est un petit peu toujours à la frontière, voilà, à la limite. Et de la Bretagne, qui a joué un grand rôle aussi, puisque Robert d'Arbrissel venait de Bretagne, la réformatrice. Comme la Bretagne a toujours joué le jeu de l'équilibre entre l'Angleterre et la France pendant la guerre de 100 ans, et les Bretagne étaient tantôt anglais, tantôt français, donc ils essayaient de tirer leurs épingles du jeu. Et Fontevraud suivait un petit peu ces tribulations-là. C'est une époque où il y a beaucoup d'expérimentations agricoles, d'élevage, etc. Et en tout cas, chez les cisterciens, les monastères échangeaient des informations qui traversaient la Manche, une culture technique. Est-ce que Fontevraud a joué un rôle important là-dedans? Non, pas important, parce que les cisterciens travaillaient. Ils avaient le droit ils n'avaient pas le droit d'accumuler des richesses autres que celles qu'ils créaient eux-mêmes. C'était le début des connaissances. Hein? On parle des connaissances, pas des richesses.
Oui, mais les recettes, oui, mais ils devenaient riches, les cisterciens ne s'enrichissaient pas, parce qu'ils les exploitaient. Ils avaient le droit ils n'avaient pas le droit, alors que les femmes, les abbesses de Fontevraud vivaient de rentes que leur procuraient leur riche famille, qui leur faisait des dons et des rentes, n'avaient pas le droit de travailler. Donc elles vivaient de leur rente. Tandis que les cisterciens ne pouvaient pas vivre de leur rente, n'avaient pas le droit. Donc il fallait qu'ils cultivent eux-mêmes, ou fassent cultiver leurs champs, leurs fermes. Donc ils avaient tout, les cisterciennes, une grande ferme, les chartreux aussi, et la ferme est le moteur de l'entreprise, des entreprises. À Fontevraud, du fait que ce sont des femmes, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'était des rentières oisives. Elles vivaient des dons uniquement. Donc elles n'ont pas... Alors elles ont joué quand même un rôle aussi, parce qu'elles n'exploitaient pas elles-mêmes, mais elles avaient des intendants, des procureurs, des fermiers qui développaient les agricultures à leur place, et qui finalement, certains ont aussi joué dans cette innovation. La seule innovation que j'ai eue à Fontevraud, ils avaient installé juste avant la Révolution un moulin révolutionnaire, un moulin très, très moderne, paraît-il, je ne sais pas comment ça fonctionnait. Donc il y a eu des progrès agricoles liés à Fontevraud, mais pas directement, et pas autant en tout cas que les cisterciens. Ce qui semble étonnant, justement, c'est qu'il y avait-il une bibliothèque dans cette... Oui. Elles étudiaient quand même. Non, elles n'étudiaient pas. Il y avait... Qu'on soit les femmes, c'est nul. Oui, comment? Non, c'est un vieux métier. Non, elles étaient assez ignares, hein, les religieuses étaient une grande famille. Aucune, sauf celle-ci qui a gagné son procès, elle a écrit un petit peu. Elle était assez calée. Mais autrement, on n'a aucune trace d'œuvre intellectuelle. Alors il y avait une bibliothèque qui avait été conçue par les religieux. Mais les religieux n'y avaient pas accès. Alors, c'est un des grands, dans le procès dont je vous ai parlé tout à l'heure, non seulement il y avait l'histoire des chaussons et des pieds nus, il y avait l'histoire que les filles avaient le droit d'aller lire alors que les hommes n'avaient pas le droit d'aller lire. Donc il y avait une bibliothèque, oui, dans le cloître, mais bien séparée et interdite aux hommes. Ceci dit, ça n'a pas empêché les hommes de se constituer une bibliothèque dans leur habit à eux, et certains sont devenus de grands érudits. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est quand même un patrimoine culturel important, prestigieux, mais sous-employé. Absolument. Vous avez tout à fait raison. Donc ce grand bâtiment gigantesque est sous-employé. Alors, je ne sais pas... le fait que ce soit un petit peu à l'écart du Val-de-Loire a certainement nuit à... Je sais pas, les touristes ne passent pas forcément par là, hein, c'est pas... Enfin, c'est pas loin. Enfin, je sais pas, je cherche aussi des explications au fait que... Pour expliquer ce que vous dites, là, c'est vrai. En fait, quand Fontevraud était devenu centre culturel, il n'y a pas eu de... Moi, l'idée que j'avais à l'époque, parce que aucune influence, hein, mais ça aurait été de faire de cet immense bâtiment un établissement, une institution fixe, une université par exemple, quelque chose comme ça qui aurait vraiment occupé, ce qui n'empêchait pas d'avoir des quantités de manifestations publiques, concerts, expositions, etc. Mais il aurait fallu quelque chose de stable. Je suis sûr que les Anglais auraient volontiers contribué à l'installation d'un centre franco-anglais, par exemple, avec des étudiants. Rien de tout ça. C'était uniquement culture, j'allais dire bling-bling, vous voyez. Oui. Par exemple, à Cluny, les bâtiments sont devenus une école. Oui, voilà. Le conservatoire avec les arts et métiers, oui. Il aurait fallu ça, je crois. Mais sinon, ça n'a pas eu lieu. Et, il y a eu beaucoup de problèmes politiques. Il y a encore des problèmes politiques. C'est la région Pays de la Loire, plutôt à droite. Donc ça n'a pas bien marché avec le ministère de la Culture. Il y a eu des conflits consorts. Bref, vous avez tout à fait raison. Je suis le premier à regretter que ce site extraordinaire et immense ne soit pas employé à sa juste mesure. Quand c'était une prison, ce n'était que pour les hommes.
je présume. Non. Et- Vas-y. Non. Ou est-ce qu'il y avait des prisonniers féminines? Oui. Et parmi les prisonniers, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui est bien connu? Oui, je ne saurais pas vous dire. Oui, d'abord, il y a eu pendant longtemps une partie de la vie de femme, de prison de femmes. Mais elle a été supprimée au milieu du 19e siècle, elle n'a pas duré aussi longtemps que la prison des hommes, qui était une centrale. Donc une prison dure. Et qui a été évoquée par Jean Genet, qui a prétendu, Jean Genet c'est une histoire vraiment extraordinaire, c'est un homme qui a donc vécu comme un malfrat, et qui a écrit des œuvres magnifiques, et qui raconte, dans un de ses romans, Miracle de la Rose, ça se passe à Fontevraud. Ça commence, de toutes les centrales de France, Fontevraud est la plus troublante. Et c'est écrit comme ça, avec un style magnifique, de Jean Genet, et tout le monde y a cru. Il raconte sa vie à Fontevraud. Et puis, un de ses biographes, voilà, de 30 ans, a découvert des cartes postales qu'il avait envoyées à son éditeur après la guerre, disant je suis venu à Fontevraud pour essayer de retrouver certains de mes amis qui ont été détenus là, mais j'ai trouvé le lieu idéal pour situer mon prochain roman. Alors, tout le monde avait cru jusque dans les années 1950 que Jean Genet avait été prisonnier à Fontevraud. Il a berné tout le monde, c'est évident. Alors, en fait, il était à la santé, il avait été interné à la santé. Mais il y a eu donc une centrale très dure jusqu'en 1963. Il y a eu des femmes, je ne sais pas quelle est la date à laquelle les femmes ont été arrêtées, mais il y en a eu. Alors parmi les personnes célèbres, par Jean Genet qui n'en est pas, donc puisqu'il n'y a pas été, il y en a eu, oui, au moment de la Commune. Alors, je ne sais plus, il y a beaucoup de meneurs de la Commune qui ont été à Fontevraud. Autrement, non, les meurtriers, les assassins qui ont, parce que là c'était vraiment tous des choses graves, n'ont pas laissé le souvenir de leur nom, sauf peut-être certains qui ont cherché de s'évader, des évasions célèbres qui ont défrayé la chronique dans les années 50, parce que c'était dur de s'évader de Fontevraud. Merci Michel. Bien. Merci.